Mesdames et messieurs, on se retrouve dans cette nouvelle édition de votre journal. Aux 22 heures, voici les titres. Aux nouvelles nationales, une rencontre capitale pour l'avenir économique du pays. Pour les actualités internationales, le ministère de la Santé de Gaza annonce un nouveau bilan de 27 000 morts et 19. C'était les titres, mesdames et messieurs. Le détail de ce journal à présent. Le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a exprimé sa compassion et solidarité à son homologue kényan, M. William Ruto. C'est dans l'effroi et la consternation que j'ai appris la triste nouvelle, a écrit le chef de l'État dans un télégramme envahi à son homologue kényan. Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent à moi pour exprimer leur compassion et solidarité à la nation sœur kenyane dans l'épreuve difficile de cette tragédie, a noté le président de la République dans le même document. Puisse Dieu épargner au peuple frère kenyan la récidive d'épreuves aussi traumatisantes, a par ailleurs imploré le président Guelleh, réitérant ses condoléances attristées et l'assurance de sa compassion et solidarité à M. William Ruto. Rappelons qu'un camion-citerne chargé de gaz a explosé hier soir à Nairobi, occasionnant un lourd nombre de victimes, de blessés ainsi que d'importantes destructions matérielles dans des habitants et des établissements de commerce. Ensuite, au sport, le secrétaire d'État chargé de sport en collaboration avec la Fédération d'athlétisme avec comme sponsor Djibouti Télécom, un succès, les athlètes djiboutiens occupent le podium. La compétition d'athlétisme a débuté par le 10 km, puis se termine par le 23 édition semi-marathon international de Djibouti. Après une heure de labeur, plusieurs athlètes qui sont venus de 7 pays ont participé à cette course acharnée de 21 km du semi-marathon international de Djibouti. Le semi-marathon a été remporté par l'athlète de force armée djiboutienne, M. Mohamed Ismail Farah, avec un chrono de 1 heure et 2 minutes, et la deuxième place occupée par l'athlète de la garde-côte, M. Aden Waberi Terar, et la troisième place, le Tanzanien. Il est noté que les athlètes de Djibouti sont bien encadrés. Leur performance est le fruit de la subvention accordée par le président de la République par le biais de la bourse IOG dont bénéficient nos athlètes qui participent aux épreuves régionales et internationales. Actualité mentionnée dans le titre au centre de l'entrepreneuriat, connu dans son acronyme CLÉ. Une rencontre s'est déroulée sous l'égide du ministre des Finances et de l'Économie, M. Ilyas Moussa Dialé, en collaboration avec la Banque mondiale. Un événement d'une importance capitale dédié à la présentation d'un mémorandum économique intitulé Au-delà des ports et des bases, une voie vers la prospérité pour tous. Cette assemblée a réuni un parterre diversifié de personnalités, des membres éminents du gouvernement, représentants du secteur privé, en passant par les acteurs économiques de premier plan. Les discussions ont émergé autour des défis spécifiques auxquels sont confrontées les entreprises publiques et les stratégies innovantes nécessaires pour surmonter ces obstacles. Le ministre des Finances et de l'Économie, accompagné de représentants de la Banque mondiale, a écouté attentivement les interventions de l'audience, prenant note des suggestions et des recommandations formulées. Cette atmosphère d'échange ouvert et constructif a permis de renforcer l'engagement mutuel en faveur d'une réforme économique durable et inclusive. Il convient de souligner que cette rencontre marque un tournant décisif dans les efforts de Djibouti pour promouvoir une économie résiliente et inclusive, mettant en lumière son engagement résolu en faveur de la réforme et du progrès économique.
On écoute à présent l'intervention de la représentante de la Banque mondiale. Financier est bien représenté et nous en remercions chaleureusement. Après celui de 2005, le présent mémorandum vise surtout à soutenir les autorités djiboutiennes dans leurs efforts constants d'élaborer et de mettre en œuvre des stratégies nationales susceptibles de tenir une croissance forte, inclusive et durable, source de création d'emplois, notamment pour les jeunes et les femmes. À cet effet, le CER Economic Memorandum comprend le diagnostic des principaux moteurs de la croissance économique et analyse les performances enregistrées par le pays pour des dernières décennies en matière de développement socio-économique et de création d'emplois. Le rapport, comme vous le verrez, identifie également les principales contraintes structurelles, croissance économique et propose des options de politique et de réforme dans les secteurs clés de l'économie djiboutienne. Depuis son lancement en novembre 2022, ce document de référence a fait l'objet de consultations élargies. Les pouvoirs publics, le secteur privé, la société civile et partenaires au développement. Une série de réunions thématiques et ou bilatérales a été organisée par nos équipes sectorielles avec les principaux acteurs du secteur public dans les domaines clés couverts par le CER, que ce soit énergie, télécommunications, transport, capital humain, etc. D'autres réunions bilatérales ont été également menées par des équipes experts en économie avec une dizaine d'entreprises représentatives du secteur privé. Enfin, des présentations suivies de consultations fructueuses ont été organisées à l'intention des partenaires techniques. On écoute à présent un extrait de l'intervention du ministre, M. Ilyas Moussa Dawale. Djibouti est, comme vous le savez, une période assez intéressante, comme beaucoup de pays dans la région, sur le plan géopolitique au niveau régional, mais également international, également sur le plan de la géoéconomie dans la région. Et donc, de ces documents ressort le parcours de Djibouti durant ces dernières décennies, avec un regard sur le rétroviseur plutôt positif. Et c'est peut-être l'occasion de parler un peu de ce que j'appelle les contradictions heureuses de Djibouti. Voilà un pays, au jour de l'indépendance, on n'a pas donné, on n'aurait pas parié sa survie pour plus d'1 an. Certains journaux, à l'époque, écrivaient que ce pays n'allait pas durer plus d'1 an en raison de sa complexité, de ses caractéristiques socio-culturelles, mais également de son contexte régional, compte tenu du conflit qui secouait la région, notamment entre la Somalie et l'Éthiopie. Nous voilà bientôt 50 ans. Non seulement ce pays tient debout, a réalisé également pas mal de performances. Les contradictions heureuses dont j'ai parlé, je cite entre autres, c'est le pays à petite économie, avec un budget limité, mais aux ambitions triple XL, comme je dis. Mais ces contradictions heureuses, nous avons également nos propres contradictions un peu moins heureuses. Parce que un pays qui reste très vulnérable sur plusieurs plans. La chose que je considère la plus importante à mon regard, c'est la définition de nos propres politiques publiques. Parce qu'on va parler beaucoup de diversification, et cette diversification, elle a besoin d'avoir comme base quelques piliers qui sont essentiels. En quoi les politiques publiques peuvent contribuer à l'accélération du développement et surtout donc d'un développement qui nous permette de réaliser nos aspirations. Et cette aspiration, elle est d'ordre social, elle est d'ordre économique. On sait beaucoup de Djiboutiens ont été formés ces dernières décennies. Beaucoup sont en train d'arriver sur le marché.
donc on a besoin de créer d'opportunités. Pour créer ces opportunités, il faut que les secteurs à fort potentiel puissent asseoir suffisamment leur contribution sur la base donc, de cette politique publique. Sont présents le ministre de la Santé, le docteur Ahmed Robleh Abdil, a procédé à la signature de la subvention avec le Fonds mondial pour la lutte contre les 3 maladies, le VIH, le paludisme et la tuberculose. Après plus de 11 années d'interruption durant lesquelles la subvention était gérée par l'organisme tierce, le département de la santé vient de récupérer le portefeuille de récipiendaire principal du Fonds mondial à l'issue d'un long processus de transition. En tant que récipiendaire principal, ce financement direct du Fonds mondial permet au ministère de la Santé de faire face efficacement aux nouveaux défis de la lutte nationale contre les 3 maladies qui sont le VIH, le paludisme et la tuberculose. Il est de noter la présence de l'ambassadeur du Japon, des représentants de l'AFD, du secrétaire général de la Santé, M. Mohamed Ali Mohamed, président du CCI, M. Ahmed Saad, représentant du Fonds mondial, la représentante du PNUD, ainsi que plusieurs hauts cadres du ministère de la Santé. Ensuite, le président du CCMI, M. Ahmed Saad, et la représentante du Fonds mondial. Je pourrais également dire que c'est l'aboutissement d'un souhait national. Vous savez qu'il ne suffisait pas d'espérer, mais de travailler durement, être mobilisé, persévérer, et malgré les contraintes et les difficultés rencontrées, pour enfin réussir à remonter la pente. Ce processus a duré une dizaine d'années durant lesquelles nous avons réussi à gravir les étapes une par une, en passant par les différentes demandes de financement avec toutes les exigences dictées par le Fonds mondial. Comme vous le savez, le CCMI de Djibouti a été mis en place en 2011 et a été amené à exercer son mandat avec beaucoup de difficultés et de contraintes inhérentes à des conditions particulières suite aux événements auxquels notre pays a été confronté. Cette situation avait occasionné la perte de nombreux acquis et l'affaissement de nombreux indicateurs, notamment sur la prise en charge et la prévention. Aussi, sans entrer dans le détail des étapes douloureuses et péripéties traversées, la finalité a été de la tête de ce travail et de réussir à obtenir successivement toutes les subventions allouées, et ce au seul bénéfice de malades de 3 pandémies. Le Fonds mondial est partenaire de la santé à Djibouti depuis presque 20 ans d'appui pour la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme entre 2005 et 2023, auxquels se rajoutent 4,3 millions pour l'appui au Covid pendant la période 2020 à 2023. On a vu les chiffres, on sait les progrès considérables accomplis à Djibouti pendant cette période, et je ne reciterai pas les chiffres qui ont été présentés. Ces succès sont en particulier le fruit des efforts constants et l'engagement sans faille des 3 programmes nationaux de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, d'un leadership fort du ministère de la Santé et du CCMI. On ne peut pas manquer non plus de mentionner le rôle crucial des acteurs et partenaires communautaires dans cette lutte, qui œuvrent chaque jour dans ces programmes pour le dépistage des personnes vulnérables au VIH, le suivi, l'accompagnement routinier des patients VIH et tuberculose, qui distribuent les moustiquaires et sensibilisent les communautés dans la prévention contre le paludisme. Et pour sa part, le ministre de la Santé a rappelé que ce résultat était le fruit d'un travail de longue haleine et des efforts conjugués de l'ensemble du gouvernement pour parvenir à ce but. On écoute le ministre. Marque le renouvellement de la subvention du Fonds mondial aux 3 maladies prioritaires. Mais également cette cérémonie qui marque le fait que depuis maintenant 11 ans d'absence, le ministère de la Santé redevient le récipiendaire principal. C'est un plaisir pour moi, c'est une fierté pour moi, mais cette cérémonie est également le fruit du travail acharné, de l'abnégation, du professionnalisme, du dévouement de tous ceux autour de cette table.
est en premier lieu cadre d'abord du ministère de la Santé. Le GPP, la BPSP, les cadres des 3 maladies prioritaires, les professionnels de santé, les médecins, les paramédicaux, tous ceux qui travaillent sur le terrain, mais également CCMI et son président, nos partenaires, en premier lieu le Fonds mondial et le PNUD, mais également tous nos autres partenaires, qu'ils soient bilatéral ou multilatéral. Cette nouvelle round de subventions n'est pas seulement un soutien financier, mais c'est aussi un engagement de nous tous, un engagement de tous les professionnels à relever les défis, à améliorer les prestations et surtout à lutter contre les 3 maladies prioritaires que sont la tuberculose, le paludisme et le VIH-Sida. La Semaine nationale de la solidarité 2024, organisée par le ministère des Affaires sociales et des solidarités, a été lancée le lundi 29 janvier au Palais du Peuple par le chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, en présence de la Première Dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haïd. Événement célébré chaque année à Djibouti, la Semaine nationale de la solidarité souscrit à l'objectif de présenter au public les programmes et les projets de développement social initiés dans le pays d'une année à l'autre. Retour en bref sur les faits marquants de la cérémonie de lancement des activités qui ont suivi et qui sont déroulées dans la capitale. La Semaine nationale de la solidarité participe à la notion de transparence que, sous la houlette du président de la République, son Excellence El Hadj Ismaël Omar Guelleh, le gouvernement djiboutien est assigné à soumettre l'ensemble de ses charges publiques. Dans une déclaration faite à la tribune de cet événement, le numéro 1 djiboutien a tout d'abord défini la notion de solidarité et son corollaire le plus immédiat, la pauvreté, comme une problématique transversale dont la résolution requiert la collaboration permanente de plusieurs départements. Face à la question multidimensionnelle de la pauvreté, nous avons dû innover, collaborer et intensifier nos efforts pour l'éradiquer ou du moins l'atténuer, a déclaré en substance le président Guelleh. La ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Oloufé Ismaïl, est également intervenue rappelant que plus qu'un événement, la CNS est une étape clé de la vie du ministère des Affaires sociales et des Solidarités, empreinte d'une profonde introspective de par la réflexion et les questionnements qu'il suscite sur nos approches, nos moyens et nos limites, afin d'évaluer les avancées majeures réalisées en matière de protection sociale et de mesurer le schéma qui reste à parcourir. Au lendemain matin de la lancement de la CNS 2024, le Centre Clé a abrité une réunion de coordination rassemblant plusieurs ministres impliqués directement dans le domaine clé du capital humain. La participation des ministères concernés par le capital humain, notamment dans les secteurs de l'éducation, de la santé et des affaires sociales, du travail, mais aussi de la protection sociale et des infrastructures sociales de base, souligne l'importance de ce domaine en tant que piliers fondamentaux du développement social et de lutte contre la pauvreté et la précarité. Dans la continuité de la célébration de cette semaine, orchestrée et pilotée par le MAS, une importante réunion avec la Banque mondiale autour de la revue du capital humain s'est déroulée dans la journée du 31 janvier au Centre Clé. Il est noté que cette rencontre a eu lieu alors que le MAS a donné le coup d'envoi de cette semaine lors d'une importante cérémonie haute en couleurs. Investir dans l'éducation et la formation professionnelle offre des opportunités économiques accrues pour les individus et les communautés, réduisant ainsi les disparités socio-économiques et la vulnérabilité à la pauvreté. Durant cette même journée, une délégation de la Banque mondiale a effectué une visite d'information au sein du guichet social, entouré des équipes techniques du ministère des Affaires sociales et des Solidarités. Une rencontre stratégique qui a permis d'approfondir la compréhension mutuelle entre le ministère et ses partenaires au développement. Et pour conclure les activités de la semaine, l'Union nationale des femmes djiboutiennes, en étroite collaboration avec le MAS, a organisé jeudi au sein de son siège une importante cérémonie de promotion d'activités d'autonomie
d'autonomisation et de développement communautaire. L'activité a démontré la politique sociale du président de la République exécutée par le MAS qui vise une graduation économique des ménages vulnérables pour une autonomisation et ainsi une sortie de pauvreté. Cette cérémonie a vu la remise des certificats et des kits de démarrage des activités génératrices de revenus aux lauréats et aux jeunes filles formées. Dans l'actualité nationale toujours, c'est sous l'égide de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, son Excellence Dr Hibo Moumin Assowe, que ce mercredi dans la matinée, Bawadi Mall a abrité une boutique éphémère qui a permis à 4 jeunes stylistes et designers djiboutiennes d'effectuer une exposition-vente de leur dernière collection. L'événement a regroupé sur place, outre la ministre, de hautes personnalités, parmi lesquelles figurent les parlementaires djiboutiennes, la maire adjointe, la représentante du PNUD, plusieurs hauts cadres du MJC et autres distingués invités. Les stands d'exposition des produits Made in Djibouti ont attiré l'attention d'appréciation de plus d'un devant cet étalage de tissus et d'accessoires dont le style et la conception n'avaient rien envié des modes couturières présentées dans les parades continentales, voire internationales. Certes, les conceptions des styles reflétaient une ouverture pour une interconnexion culturelle tout en veillant aux valeurs et produits locaux. Je voudrais remercier la ministre de l'invitation. C'est pour moi un très grand plaisir et j'avoue que je suis subjuguée par les talents de ces jeunes dames. Et je pense que le concept de boutique éphémère est très prometteur. J'encourage vraiment toutes ces jeunes qui ont de très très grands talents parce qu'il y a de la création, il y a de l'innovation. Et elles se font plaisir, mais elles font plaisir aussi à nous, les clientes, hein, parce qu'à la fin de la journée, je suis aussi une cliente. Donc, je pense que c'est vraiment des choses à promouvoir, des initiatives à promouvoir pour développer la filière de l'industrie créative à Djibouti. Ça contribue au développement du pays, ça contribue à donner de l'emploi, ça contribue à donner des revenus pour ces femmes. Donc, je ne peux qu'encourager en tant que partenaire au développement ce type d'initiative et qu'on puisse avoir davantage d'options et d'opportunités pour ces jeunes dames très talentueuses. Mais j'imagine aussi qu'il y a bien d'autres personnes, des jeunes hommes aussi talentueux. En tout cas, on reviendra faire du shopping. Pour sa part, la ministre de la Jeunesse et de la Culture s'est dit réjouie de ce beau stand de produits entièrement djiboutiens. Voici sa réaction. De venir encourager aujourd'hui nos 4 artistes étoiles, stylistes et designers. Ce sont des jeunes artistes qui ont relevé le défi de créer eux-mêmes leur propre marque de vêtements et qui aujourd'hui ont réussi. Donc on peut dire que Djibouti vraiment est riche de ce talent, de ce jeune talent, qui produisent, qui emploient et qui permettent à ce qu'on puisse s'exporter à l'extérieur, que ce soit régional ou international. Donc vraiment, c'est un grand plaisir à chaque fois de venir les encourager. Elles sont parties à l'aventure et aujourd'hui, vraiment, elles ont atteint, on peut dire, un succès mémorable et c'est une fierté pour Djibouti. Donc je tiens ici à chaque fois à dire, ce sont les artistes, ce sont les artisans qui vont faire le développement de ce qu'on appelle l'industrie culturelle et créative. Et le ministère qui est en charge de la culture va travailler avec la jeunesse pour pouvoir installer cet écosystème favorable. Et ces jeunes vont pouvoir exporter leurs griffes de vêtements. Elles vont pouvoir employer, mais elles vont pouvoir aussi un peu vendre notre pays à l'extérieur. Donc je tiens à remercier le président de la République qui est tout le temps à nos côtés pour que la culture, pour que ce soit la jeunesse, que la jeunesse soit la locomotive de la culture. Et donc, je dis et beaucoup de succès. Ensuite, voici une réaction recueillie auprès d'une participante. On écoute.
Jama, styliste créatrice, fondatrice de la marque Hide Yellow, une marque conçue à Djibouti. Et en ce moment, aujourd'hui, on célèbre la journée de l'artiste. Et d'ailleurs, je félicite au ministère et je félicite à notre gouvernement de mettre en valeur les artistes et les artisans, dans les artisans du pays. Et dans ces contextes-là, on fait une exposition vente au mall où on présente nos dernières collections et où on présente aussi toutes notre créativité avec mes autres collaboratrices, avec mes autres collègues, elles aussi stylistes. Et je félicite au ministère de nous avoir donné cette opportunité, de nous avoir tous réunis. Comme on dit, l'union fait la force. J'invite à tous les Djiboutiennes à venir voir dans nos stands et de soutenir le Made in Djibouti. La ministre Mme Mariam Hamadou Ali, ministre de l'économie numérique et de l'innovation, a pris part à la 3e assemblée générale de DCO qui s'est tenue le 31 janvier au Bahreïn, accompagnée de son Excellence l'ambassadeur Diaïdine Bamahrama et du conseil juridique de la ministre M. Mohamed Yassine. Durant son intervention, la ministre a renouvelé l'engagement de Djibouti à collaborer étroitement avec les États membres, notamment Passeport Start-up. La ministre a indiqué que Djibouti poursuit ses réformes à l'élaboration du Start-up Act Djibouti, parrainé par le président de la République, son Excellence M. Ismaël Marguelé. Un projet ambitieux dont Djibouti assurera le leadership et conduira les discussions pour établir le cadre favorable pour la libre circulation et l'expansion des start-up des États membres de DCO. Par la suite, les ministres ont entretenu avec le ministre de Bahreïn pour s'imprégner des avancées de Bahreïn dans la dématérialisation des services publics. Enfin, en marge de l'Assemblée générale, la ministre Mariam Hamadou et le ministre l'ingénieur Abdallah bin Amr al-Sawaha se sont entretenus et ont signé un accord de partenariat inédit qui scelle l'engagement réciproque entre les deux nations sœurs pour accélérer la transition numérique, notamment en appuyant la transformation digitale de l'administration et le développement d'un écosystème start-up dynamique. En France, à présent, la chancellerie de la République de Djibouti en France a abrité ce 1er février 2024 la première réunion pour l'année 2024 du groupe des ambassadeurs africains en France, suivie d'un cocktail déjeuner. Cette réunion présidée par son Excellence M. Aïd Mousset Yahya, ambassadeur de la République de Djibouti en France, et doyen du groupe des ambassadeurs africains, avec des invités de marque, à savoir M. Géry Robert, le nouveau conseiller Afrique à l'Élysée, et Mme Emmanuelle Blattman, la nouvelle directrice de la direction Afrique et de l'Océan Indien. L'occasion a été propice ce début d'année et surtout 2 semaines après leur prise de fonction et permettait aux uns et aux autres de faire connaissance dans un cadre convivial et pouvoir se réunir avec plus de 35 ambassadeurs présents et la quinzaine représentée par des chargés d'affaires à cette importante réunion du groupe africain. Les délibérations de ces conclaves, premier du genre, est célébrée au sein de notre mission diplomatique avec toutes les facilités que requiert un tel événement furent couronnés de succès. Si témoigne, si besoin on était de la politique diplomatique proactive de notre pays, conformément à la feuille de route du chef de l'État djiboutien, son Excellence M. Ismaël Marguelé. Le directeur général de la radiodiffusion télévision de Djibouti, M. Aden Abdi Jama, a présidé une cérémonie à la commémoration du 14e anniversaire de la création de la chaîne coranique de cette prestigieuse institution médiatique. L'événement qui s'est tenu parallèlement à la distribution des prix aux premiers lauréats du concours culturel a réuni des hauts cadres de la RTD ainsi que le responsable de la radio du Saint-Coran qui a été créé à l'initiative du président de la République, son Excellence El-Hadj Ismaël Marguelé, en janvier 2010. La mission de cette chaîne coranique est de connecter les musulmans au Coran et à la méthode prophétique à travers la consolidation des valeurs et des concepts islamiques. Il convient de noter que ces objectifs les plus importants est d'inculquer l'amour pour le Coran et d'apprendre ces sciences, en outre d'enraciner les concepts corrects. Depuis son premier lancement, c'est diffuse quotidiennement et 24 heures sur 24 le Coran récité avec les voix des récitants célèbres tels que le Cheikh Abdulrahim al-Sudaisi,
le cheikh Saoud Ben Ibrahim Al-Shuraimi, cheikh Abdullah Basid Abdul Samed et autres cheikhs de renom. Dans son mot, à cette occasion, le directeur général de la RTD a remercié le président de la République, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, pour son initiative louable de lancer la radio du Saint-Coran en 2010, notant en même temps qu'elle reflète son leadership avisé, sa vision perspicace et son approche constructive visant à préserver l'identité islamique du peuple djiboutien. La diffusion du Saint-Coran est un moyen important de consolider les valeurs et les principes islamiques, de promouvoir la communication spirituelle entre les musulmans et d'approfondir la compréhension du public sur l'islam et ses enseignements, a affirmé le DG de la RTD. D'autre part, M. Aden Abdi Jama a également salué les efforts déployés par l'équipe de présentateurs de programmes, de radiodiffuseurs et des techniciens de la chaîne coranique qui n'épargnent aucun effort pour réaliser le noble message qui diffuserait et enseignerait le Saint-Coran et la culture islamique. Le directeur général a également profité de cette occasion pour féliciter les lauréats du concours culturel de cette chaîne dans sa 13e édition et a également remercié les donateurs qui contribuent à offrir des prix à ces lauréats. La célèbre émission Jeep Talent, produite par la RTD, la radio-télévision de Djibouti, en collaboration avec le ministère de la Culture, fidèlement attendue chaque jeudi soir, a encore une fois captivé son public hier soir, le 1er février 2024. Diffusée en direct depuis le studio numérique, cette émission a été marquée par le 16e tour, mettant en compétition 9 candidats et candidates pour le titre de meilleure voix lors de cette 12e soirée. Suite aux performances sur scène des 9 sélectionnés, jugés par un jury et le vote du public via SMS, 2 voix ont été choisis pour accéder au 8e de finale, à savoir Madina Louaïta Habib et M. Nasser Hassan Ahmed. La soirée a été animée par des artistes de la RTD avec une touche humoristique apportée par l'humoriste Rachid Nour. Djibouti Talent continue d'inspirer et de captiver son public, en particulier les jeunes, tant localement qu'à travers le monde. Après vérification du processus et du résultat final qui se sont déroulés dans de bonnes conditions, voici le gagnant de la 12e soirée du 16e de finale du concours de Djibouti Talent 2023-2024. Première gagnante, c'est Madina Louaïta Habib, avec 16,21 sur 20. L'autre gagnant, c'est Nar Hassan Ahmed, avec 15,2 sur 20. Je vous emmène au nord à présent où l'équipe mobile du médico-hospitalier du Tadjoura, la ville blanche, a fait un déplacement vers la localité de Ronda. Cette année, l'équipe mobile est renforcée par la présence d'un médecin gynécologue. Cette initiative du médecin-chef de la région de Tadjoura a pour objectif l'amélioration des santé maternelle et infantile,
L'équipe mobile du centre médico-hospitalier de Tadjoura a déplacé la consultation du gynécologue vers les localités reculées afin de faire profiter les habitants qui ne pouvaient pas se rendre au chef-lieu. Pour l'équipe médicale du centre médico-hospitalier de Tadjoura, ces déplacements permettent de connaître en avant les pathologies prédominantes dans la localité, mais aussi d'anticiper les éventuelles complications. Bien les pathologies auxquelles on peut s'attendre dans la localité de Rang. Donc c'est pas la première fois, c'est pas la deuxième fois. On a déjà fait Daï, on a fait Adalou, on a fait Balhou, on a fait déjà Dora et on continue sur cette lancée. Chaque fois, au moins une fois par semaine, on déplace les gynécologues dans une localité, que ce soit dans une localité où il n'y a pas de poste de santé, mais on privilégie souvent la localité où il y a un poste de santé pour pouvoir faire l'échographie. Si on part dans une localité où il n'y a pas d'échographie, où il n'y a pas d'électricité, ce n'est pas évident de faire l'échographie. L'objectif surtout de cette déplacement, c'est de faire bénéficier les femmes enceintes des localités d'expertise des gynécologues, de l'échographie, des conseils et de connaître les pathologies de la femme enceinte en avance. Nous, ça nous permet de connaître les différentes pathologies auxquelles s'attendre. Si jamais il y a des évacuations ou bien si jamais on doit envoyer l'ambulance, on connaît déjà en avance de quelle famille il s'agit, de quelle pathologie il s'agit, c'est à quoi on peut s'attendre. Donc nous continuons et par la même occasion, l'activité des vaccinations se déroule à Ronda. Il y a la consultation prénatale. On fait la consultation PSIM, c'est-à-dire la consultation pour les enfants, la consultation pour la malnutrition. Donc c'est pas la première fois, ça va continuer et on fait chaque jour, une fois par semaine, une localité. Aux nouvelles mondiales à présent, je vous le disais dans les titres, le ministère de la Santé a déploré à Gaza un encore plus lourd des victimes palestiniennes tombées sous le feu de l'armée israélienne dans la bande de Gaza, avec plus de 27 tués martyrs palestiniens et plus de 66 blessés depuis le 7 octobre 2023. La ministre belge des Affaires étrangères, Hadja Alaï, a annoncé dans la nuit de vendredi avoir convoqué l'ambassadrice d'Israël en Belgique après des frappes ayant détruit les bureaux de l'agence belge de développement dans Gaza. Dans le sud, la zone autour de l'hôpital de Nasser Khan Younes, un autre point de fixation des affrontements, il dit ne pas avoir été en mesure de ravitailler l'établissement hospitalier. L'armée israélienne a communiqué le bilan des soldats et des officiers tués depuis le début de la guerre, le 7 octobre 2023, qui s'est alourdi à 560, dont 224 militaires morts depuis le début de l'offensive terrestre contre la bande de Gaza qui avait débuté le 27 du mois. C'est tout pour ce journal de ce soir, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.